Ah, bien le bonjour, très cher. Vous êtes intéressé pour l'épisode 3 de l'île des Fées? C'est ici que ça se passe. Nous avons poursuivi notre quête. Je vous rappelle que je joue avec une seule joueuse, qui joue une fée de race Lutina boisée, c'est-à-dire lutin des bois. Ils sont très petits, ont de belles oreilles de lapin, c'est un peu comme une combinaison d'un lapin et un humain. Une fée, pardon. Et on joue sur l'île des Fées, un royaume que j'ai fabriqué, filiforme. Voici la carte. Elle est magnifique. En arrière-plan, vous voyez effectivement quelque chose qui m'appartient et que j'aime beaucoup et que je ne sais pas trop ce que ce serait, donc plan 1. En arrière-plan, vous voyez Taslo, la malédiction de Normata, qui est un Lutina Melina, un fée garçon. Vous pouvez en entendre un peu plus parler dans mon autre podcast qui parle de Taslo. Pour poursuivre cette troisième épisode, je vous avais laissé. Nous étions rendus là où Neldir avait combattu dans la forêt, tout près de chez elle. Elle habite dans ce qu'on appelle le village du cercle des druides. Effectivement, des druides, des guerriers sylvestres. Les guerriers sylvestres, c'est l'équivalent de rangers. Et des chasseurs, des experts à l'arc, des lutins des bois, des fées vivent en communauté. La communauté n'est pas très grande, donc le combat qu'il y a eu, on s'entend, était très long, était très difficile. Heureusement, Neldir s'avait commandé et elle venait d'acquérir l'arc de l'air. Ceux qui se demandent, c'est simple, l'arc de l'air est un objet rare, voire unique, qui a la capacité de s'adapter. De un, les flèches sont invisibles et il y en a toujours. Par contre, les dégâts ne sont pas énormes. Pour un personnage de niveau 2, c'est génial. C'est comme avoir reçu une arme magique plus 3. Okay? Pour comparer à Donjon Dragon Substance. Donc, c'est une arme très puissante. Habituellement, c'est le genre d'arme qu'on trouve plus au niveau 10. Pour vous donner une idée. Mais elle l'a acquérie de façon brillante. J'étais estomaqué, j'ai apprécié beaucoup et moi, je joue comme ça. Si mes joueurs réussissent à me surprendre agréablement, je vais de leur côté, même si mon scénario va prendre un coup. Vaut mieux faire avancer le scénario un petit peu plus vite maintenant que plus tard. Donc, l'île des Fées, suite à ce ravage, ce combat contre des chevaliers noirs, heureusement, ils étaient désorganisés et le cercle des druides l'était. Évidemment, il y a un contre-coup dans le village du cercle des druides. Les Lunas Delphiques et les Tchiarks sont tous morts. C'est le peuple des éternels, un peu l'équivalent des elfes. Ils sont assez pareils. Les Lunas Delphiques se comparaient aux elfes noirs et Tchiarks aux elfes. À plein d'exceptions près. Je n'entrerai pas dans les détails cette fois-ci, parce qu'ils ne sont pas encore très importants. Tous les personnages de cette race sont morts. Okay? Tout simplement parce qu'ils étaient plus grands, des cibles plus faciles, et les chevaliers noirs les ont pris immédiatement pour de grands guerriers, de grands magiciens, ils n'ont pas hésité. Entre combattre un personnage de 2 mètres, ou de 1,80 m, versus un personnage de moins d'1 mètre, on est plus porté à combattre les grands en premier. C'est tout. C'est tout simplement une question de logique. Mais ils sont morts. Beaucoup de guerriers sylvestres et beaucoup d'archers sont morts. Ce sont les soldats de cette place, ce sont les combattants de cette place. Heureusement, les druides ont survécu, ils ont pu soigner beaucoup de gens. Un grand feu avait éclaté dans un des arbres maisons. Il a été maîtrisé par un vieux druide qui a lancé, pour besoin à vous de un vieux druide qui a utilisé sa dernière magie parce qu'en vieillissant dans le monde de destin inconnu que j'ai créé, eh bien, la magie finit par nous quitter avec l'âge. L'occulte diminue, la vitalité diminue, un personnage qui est sur le point de mourir de vieillesse par ses facultés. C'est une question de logique que je trouvais intéressante et j'aime beaucoup l'utiliser. Oui, les joueurs aiment moi. Donc, je reprends. Suite à 4 jours de ramassage de cadavres, de nettoyage, de rapiessage, de soignage, le village reçoit au matin, je reprends, suite à 4 jours de nettoyage, de ramassage de cadavres et de vérification de soins et autres, le 5e jour, au matin du 5e jour, tout le monde se réveille avec une blessure quelconque, une fatigue étrange. Les gens toussent, les enfants ont des difficultés à bouger. Et là, Neldir va voir tout de suite son ami Uliel. C'est sa meilleure amie, c'est un peu sa famille. Donc elle va la voir, elle arrive, la porte est entrouverte.
Elle entre dans la maison sans hésiter, appelle même pas son ami, elle se positionne pour se battre. Je vous rappelle qu'elle est rendue grande, hein, elle fait 1,80 m. Elle a une hache, une armure de plate composée, et elle découvre chez son ami le bordel. Elle observe partout, elle ne trouve rien. Entre-temps, elle s'est véritablement améliorée avec la technique de pistage. Elle avait déjà la chasse. Donc, ces deux techniques, ces deux connaissances combinées, elle découvre qu'elle a été enlevée. Ni un ni deux, elle va s'équiper, elle prend ses choses et elle court après son ami. Étant de race lutin des bois, elle va très très vite. Donc, en à peine quelques heures, elle se retrouve près du fleuve qui entoure leur village, mais qui est quand même assez loin. On s'entend, c'est quelques heures. Et là, elle se rend compte qu'une magie l'empêche de traverser. Les eaux sont tumultueuses et les gens qu'elle chasse ont déjà passé. Donc, elle remonte vers le nord où elle sait qu'il y a un pont construit solide. Rendu là, elle remarque qu'il y a beaucoup plus de soldats, mais en même temps, elle se dit c'est normal, il y a eu une attaque. Mais les soldats sont plutôt, comment dire, flemmards, ils font pas trop rien. Elle passe. Et elle remarque rapidement, sur le bord de la berge, des pêcheurs et des marchands marins. C'est quand même un fleuve. Sa première recherche est infructueuse, mais rapidement, elle découvre, encore une fois, rapidement, c'est un lutin des villes, c'est rapide. Un lutin des villes qui a une barque un peu étrange, quand même assez grande, qui a besoin d'aide. Donc, elle étant rendue plus costaud grâce à sa potion de force et gigantisme, elle l'aide. Tout de suite, elle lui demande où est-ce qu'il va, il lie une petite amitié rapide, et ensemble, ils embarquent. Et elle se rend compte que son navire, c'est pas un voilier, ni des rames, mais un pédalo. Et oui, c'est un pédalo. Comme je disais, elle se retrouve au sud du fleuve, là où il y a un embranchement et qui change de terre. Peut-être que vous vous souvenez, mais le royaume des fées est composé de parties différentes. Comme elle vit dans la forêt de Sisma, qui est une très grande forêt ici. Et puis là, elle s'apprête à passer dans dans les terres de l'oubli. C'est des terres plus arides, c'est des plaines, mais elle peut y aller. Elle, c'est un de ses pouvoirs naturels, en plus de parler toutes les langues maléfiques. Ça, c'est une malédiction qu'elle a eue au départ, un jet de dés malencontreux qui s'avère être un peu trop utile, car elle comprend tous ses ennemis. On poursuit. Donc, elle descend du côté, de ce côté-ci, du bon côté, et là, elle dort parce qu'elle en a besoin, c'est la nuit. Au matin, je vérifie un jet de dés discret pour voir à quelle distance elle se retrouve des ravisseurs de son ami. La chance fait qu'elle est à quelques kilomètres. Donc, je lui fais découvrir la route, le campement encore chaud des ravisseurs, et ni un ni deux, elle part à la course. Elle peut. C'est un personnage guerrier, elle a beaucoup d'endurance, elle a beaucoup de mouvement, la dextérité. Dans Destin Inconnu, ça permet de se déplacer rapidement. Elle rattrape deux nains à dos de poney et immédiatement, elle les trouve suspects. L'un d'eux, en la voyant, accélère le pas, l'autre fait la même chose, et ils se mettent à, profaner des insultes dans la langue maléfique. Alors elle n'hésite pas. Et elle les attaque avec son arc. Blesse un des nains qui, au fil du combat de plusieurs jets de dés, lui décède et l'autre, elle réussit à le capturer. Il y a eu quelques, critical flaws en français. Il y a eu quelques malchances critiques au dé. Et le deuxième nain est tombé par terre, a fait tomber la boîte qu'il tentait de cacher et un cristal de quartz en est tombé. Naldir n'a même pas hésité. Elle a pris le cristal, remis dans la boîte, l'a gardé, a capturé le nain, pris les deux poneys, a laissé le nain sur le bord de la route pour que les gardes puissent le trouver, et elle est tout de suite allée vers Pythias. Elle n'a même pas recherché à retourner chez elle. Elle savait qu'à Pythias, elle aurait de l'aide. Effectivement, elle arrive là, c'est le peuple des Astraltors. Ce sont l'équivalent des Égyptiens, mais avec des pouvoirs psychiques. C'est que 2 ou 3% d'entre eux qui les ont. C'est du genre, ils sont capables de suivre leurs amis par leurs pensées, ou encore de trouver des choses par la pensée et les ramener. C'est complexe, mais simple en même temps. Ensuite de cela, arrivée à Pythias, elle fait mettre le nain en prison, donne les deux poneys à soigner au shérif, garde précieusement le cristal sur elle. Et là, elle demande, est-ce qu'il y a des magiciens dans le coin? Et elle apprend que oui, il y en a un. Elle se trouverait dans un vieux bateau tout pourri, quand même assez gros, ancré au port. Elle y va, parce que Pythias
faut savoir qu'elle est ici, sur la carte. Comme vous pouvez voir, il y a le royaume de l'oubli, c'est les terres de l'oubli. Juste en haut, c'est les forêts de Sisna, c'est d'où elle vient. Et elle peut traverser. Comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est une vraie fée. Et les vraies fées peuvent traverser. Donc, elle se retrouve juste ici, à Pythias, une mer. Un lac intérieur très apprécié des marchands d'un peu partout. Les Astraltars sont vraiment de bons négociants. Ils ne sont pas portés à s'enrichir. Ils aiment plus l'eau, l'alcool, la fête, les paris. C'est là qu'on retrouve la plus grande guilde de voleurs de l'île des Fées. Pas une guilde de voleurs classique. Là. Non, 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 non. Oui, ils volent, mais seulement ceux qui en ont les moyens de se faire voler. J'y reviendrai un autre tantôt. Alors, elle se rend chez le lutin... pardon. Alors, Neldir se rend chez le magicien. Elle y découvre un vieux bateau, genre caravelle, un peu pourri. On peut grimper dessus et sans hésiter, elle me demande, est-ce qu'il y a des pièges? Elle exécute son jet. Elle réussit, elle évite les pièges. Elle arrive devant la porte. Elle cogne, il ne se passe rien. Elle essaie de l'ouvrir, il ne se passe rien. Elle attend, elle attend. Et puis là, elle remarque qu'il y a une petite écriture qui dit « Veuillez patienter ». Ce qu'elle fait. Quelqu'un vient l'ouvrir, quelqu'un de très lent, humanoïde. Encore une fois, elle doit patienter, patienter. Et elle arrive enfin dans une grande chambre qui ressemble à une capitainerie de navire pour rencontrer un lutin des villes. Un grand lutin des villes, calme, posé, portant une tunique de mage. Et toute la cabine est remplie d'objets qui servent à la magie. Un ensemble d'alchimie pour faire des potions, des parchemins, des livres et des livres, des bâtons, des trucs étranges, des trucs de magicien. Alors, sans hésiter, elle lui demande de l'aide, elle lui explique ce que c'est et elle lui dit, vous avez juste à le briser. Elle décide de ne pas le briser tout de suite. Attends un peu. Jase avec le lutin des villes, découvre que celui-ci a une énigme pour elle. Il lui dit, est-ce que vous voulez... Non. Elle découvre que le magicien et lutin des villes a une énigme pour elle qui est la suivante. Pourquoi est-ce que vous devez patienter pour rentrer et venir me voir? Si vous répondez, je répondrai correct. Si vous répondez correctement, je répondrai à une de vos questions. Neldir réfléchit, elle s'essaye, elle dit, vous avez effectivement 2 chances, mais vous venez d'échouer, parce que sa réponse, c'était pas ça du tout. Elle a dit, c'est parce que vous voulez évaluer vos ennemis potentiels. Non, c'était pas ça, du tout. Alors elle quitte. Elle va au marché, essayer de trouver d'autres informations. Elle se rend compte assez vite qu'il y a un marché noir ici et il est hors la loi. Et l'apprenti du magicien arrive. C'est un lutin des villes, jeune et magicien, qui lui indique, moi je crois pouvoir t'aider. Si tu brises le cristal maintenant, je crois qu'on pourrait libérer ton ami. Ce qu'elle accepte, brise le cristal, avec sa force, son ami est libéré. Je pense que je me suis trompé de compte. Non, c'est ça. Son ami est libéré, mais immédiatement, un sort. Je recommence. L'apprenti arrive et lui dit, je sais comment, il faut que tu brises le cristal, mais avant de le briser, je vais juste faire quelques vérifications. Je ne suis pas censé le toucher parce que mon père et moi, c'est son père, le maître magicien, on est sûr et certain que ce cristal est un piège à fées. Ça sert à capturer tous les fées. La raison pourquoi tu n'as pas été capturé, c'est que le cristal ne te reconnaît pas comme une fée, même si tu en es une. La potion que tu as bu, parce qu'il est au courant, le jeune magicien, ta transformation, eh bien, t'as se protéger. Il dit, je vais me faire un sort. Il lance un très puissant sort de protection. Il prend le cristal. Ah oui, je suis sûr et certain, voilà. Tu n'as qu'à le briser. Elle le prend, elle le brise. Son ami est libéré, mais tout devient gris. Les habitants cessent de bouger. Et une créature gigantesque surgit. Environ 40 mètres de haut. On dirait un humain avec 2 grands bras et 2 grandes jambes. C'est un éterlune. Ce sont des créatures malfaisantes qui adorent manger les fées. Ça les renforce. Ils adorent tuer. Ça les renforce. Et ils aiment détruire. Et ils sont indestructibles. Les fées, pour les vaincre, ont réussi à les capturer dans un monde à part, le monde gris, comme ils l'appellent. Malheureusement, parfois, certains sortilèges, certaines combinaisons permettent d'y entrer. Sortir devient compliqué. Aucun des 3 personnages n'a de sortilège qui leur permet de se téléporter ou de sortir. Donc, ils attaquent les terlunes. L'enchanteresse n'est pas vraiment en état de se battre, mais elle lance quand même un bon sort que vous avez déjà entendu. Lance-tu-le, qui tue les terlunes, ainsi que les flèches de l'arc de l'air de Neldir, et un sort d'augmentation des dégâts
du jeune magicien. Ils reviennent à la normale. Malheureusement, l'enchanteresse, en faisant ça, et avec sa captivité, tombe inconsciente. Il la ramène chez le maître magicien. Et là, il leur dit que pour la soigner d'un éterlume, parce qu'elle a été blessée, j'avais oublié de le dire, elle a été légèrement blessée par un éterlume, il me faut de l'eau des morts. Donc, tu vas aller avec mon fils dans la plaine de l'oubli, dans le temps d'oubli, dans la plaine des vaincus, et vous allez me rapporter de l'eau des morts. Le jeune magicien sait c'est quoi, ils y vont, mais ils n'en trouvent pas. La nuit arrive et ils voient les morts, les fantômes se dresser. Et ces fantômes côtoient des aigles phénix, qui sont en fait de très grands oiseaux qui ressemblent à les phénix, mais qui n'en sont pas, ainsi que d'énormes hyènes qui étaient autrefois leurs alliés, leurs animaux de compagnie. Et là, le lutin Neville a peur, ils ont beau être courageux, lui, il ne l'est pas. Mais Neldir réussit son courage, son épreuve de courage au dévin, et elle reste et elle dit à celui qui semble être le capitaine des morts, c'est plus des fantômes que des morts, je sais que vous avez bien combattu, je sais que vous nous avez défendus contre les méchants d'autrefois, contre les vilains, je ne me souviens plus du titre qu'elle a utilisé. Elle les flatte, dans le sens du poil, comme on dit, et eux la préviennent d'un grand danger qu'elle connaît déjà, donc elle les remercie de confirmer ce qu'elle croit. Et elle leur demande, est-ce qu'on peut récupérer de l'eau de mort, des morts? Ils nous font oui. Et là, au même moment, une petite pluie se met à ruisseler. Le lutin Neville sort un cruchon, récupère de l'eau qui traverse les morts. Ce sont des fantômes, comme j'ai dit, translucides. Et puis ils quittent. Ils rentrent chez eux, ils préparent la potion, soignent l'enchanteresse, et là, elle leur dit carrément, vous devez faire plus que ça. Elle dit, je vais avoir besoin d'aide, et j'aimerais vraiment... Attendez un petit peu, là. L'enchanteresse s'éveille, et c'est ainsi que ce petit scénario s'est terminé. Je raconte un peu plus rapidement maintenant les aventures. On m'a dit que c'était bien, que je m'exprimais bien, mais plus condensé serait mieux, serait plus intéressant. Puis le but de vous raconter ça, c'est de vous donner le goût de créer vos propres aventures, peut-être même de jouer à ce scénario-là. À force de l'entendre, créer votre version. Vous pouvez prendre la carte, ça ne me dérange pas, ça va me faire plaisir. Je vais essayer de vous faire un lien, quelque chose comme ça. Donc, bien hâte de vous voir pour le 4e aventure qui a déjà été jouée. Je vous laisse un petit avant-goût. Elle est dans un village de Hors-la-Loi où la guilde des voleurs est très présente. À la prochaine!